voit bien que nous sommes dans des pays, dans des sociétés occidentales qui vieillissent, même si par exemple la France vieillit plutôt moins rapidement que ses voisins, elle vieillit tout de même. Donc on a une Europe qui vieillit, donc les jeunes qui deviennent de plus en plus minoritaires numériquement ont un rôle de plus en plus important, c'est eux qui vont devoir cotiser pour l'avenir, c'est eux qui vont devoir prendre en charge les dépenses de santé, de dépendance des plus âgés de plus en plus nombreux, et c'est une classe d'âge qui est de plus en plus précarisée. Donc on a une sorte de paradoxe, les jeunes qui sont de plus en plus importants, d'un strict point de vue matériel, sont une classe d'âge qui est très maltraitée, donc c'est évidemment un gâchis dans beaucoup de domaines. La génération du baby-boom a eu des opportunités économiques que les générations suivantes n'ont pas rencontrées, et c'est vrai, on peut montrer qu'en matière d'emploi, en matière de salaire, en matière d'accès à la propriété du logement, c'était mieux, pour dire les choses rapidement, de naître en 1940 que de naître en 1990. Mais simplement, ce qu'on oublie de dire aussi, un des gros avantages de cette génération du baby-boom, c'est que c'était précisément une génération nombreuse. Et que donc, être jeune dans la France des années 60, c'était être jeune dans une société qui rajeunissait. C'était être jeune dans une société où la classe d'âge la plus nombreuse était la classe des jeunes, pour dire les choses de manière un peu caricaturale. Aujourd'hui, non seulement les jeunes souffrent d'un point de vue économique, mais en plus ils sont de moins en moins nombreux, et donc ils pèsent de moins en moins nombreux. On a vu par exemple que lors de la présidentielle de 2007, la seule classe d'âge dans laquelle Nicolas Sarkozy était véritablement majoritaire, c'était les plus de 65 ans, où il était extrêmement majoritaire. Or, les plus de 65 ans sont ceux qui votent le plus. Donc on pourrait dire que, effectivement, parce que les jeunes votent le moins, ils sont sous-représentés du point de vue de la représentation, et ce qui pose un vrai problème de démocratie. Et puis j'ajoute par ailleurs qu'en matière de représentation politique, il y a un autre souci, c'est que les jeunes n'accèdent pas au levier du changement social, au levier du politique. Un sociologue qui s'appelle Louis Chauvel avait calculé par exemple que dans l'Assemblée nationale de 1981, il y avait autant de députés de plus de 60 ans que de députés de moins de 40 ans. Il y avait un équilibre. Et que dans l'Assemblée nationale de 2007, il y avait 9 fois plus de députés de plus de 60 ans que de députés de moins de 40 ans. Il y a donc vraiment une véritable rupture de l'équité générationnelle de ce point de vue-là, et en quelque sorte, pour dire les choses de manière un peu brutale, c'est la même classe d'âge qui s'est maintenue au sommet de la hiérarchie des pouvoirs. Le Front National attire certains jeunes, mais tout simplement pourquoi ? Parce que depuis le début de notre entretien, on parle de la jeunesse. Or, pour un sociologue, ce serait une faute professionnelle de ne pas mettre en garde contre le fait que la jeunesse n'est pas une classe d'âge homogène. Il y a des jeunesses. Il y a des jeunesses dans tous les pays. En France, tous les jeunes ne sont pas de pauvres victimes sans emploi. Il y a des jeunes pour lesquels les choses vont plutôt bien, qui sont nés dans des milieux sociaux favorisés, qui vont dans les grandes écoles et qui trouvent sans trop de difficultés un emploi pas trop mal payé. Par contre, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont socialement relégués, qui vivent soit dans des quartiers défavorisés, soit dans des zones rurales déshéritées, ou des zones périurbaines loin des villes-centres. Et chez ces jeunes-là, qui sont souvent malheureusement peu diplômés, peu qualifiés, qui sont souvent chômeurs de longue durée, sans expérience professionnelle, bah là, chez eux, on voit monter le Front National, effectivement. On voit monter d'abord l'abstention, c'est-à-dire le retrait de tout comportement politique, en tout cas en matière de vote, en matière électorale, et chez ceux qui votent, on voit le Front National réaliser, chez ces jeunes déclassés, relégués socialement, des scores très élevés. Mais là encore, ça date pas d'aujourd'hui tout à fait. Hein. Au deuxième tour de la présidentielle de 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen arrive au deuxième tour de la présidentielle, chez les jeunes non-bacheliers, il fait presque 30% des voix, ce qui est très élevé, puisque dans l'ensemble de la population, il fait 18%. Là où le Front National joue sur du velours, mais chez les jeunes en difficulté, comme pour le reste de la population, on sait qu'il se présente comme étant la seule force politique qui n'ait jamais eu l'occasion de mettre en œuvre ses solutions. Donc c'est un parti, mais on le sait depuis très longtemps, qui prospère sur la désespérance sociale, et parmi les jeunes notamment qui sont en situation de désespérance sociale, le Front National s'est dit. L'expression de génération sacrifiée, c'est une expression qui est présente dans le débat public et médiatique depuis extrêmement longtemps, et en tout cas depuis au moins 30 ans, ce qui veut dire que si on en accepte le terme, on n'aurait pas une seule génération sacrifiée, mais des générations sacrifiées successives. C'est un terme qui a un avantage, c'est qu'il passe bien médiatiquement, et que si on considère que les jeunes doivent se faire entendre, c'est un raccourci qui est efficace de ce point de vue-là.
Il a des arguments, hein, on peut mentionner des arguments empiriques, hein, voilà, les taux de chômage, les taux de pauvreté, par exemple, on n'en a pas parlé, mais les taux de pauvreté les plus élevés s'observent chez les jeunes maintenant, et pas chez les vieux, comme c'était le cas jusqu'au début des années 80. Donc il y a un vrai renversement, donc il y a des arguments. Simplement, moi, c'est un terme qui ne me convient pas vraiment, que je trouve pas rigoureux, parce que justement, il fait comme si les générations étaient des générations homogènes. Or, il me semble que c'est beaucoup trop réducteur de considérer que en France, on n'a que des jeunes pauvres face à des vieux qui seraient tous riches. Voilà. On sait très bien que tout cela est un peu caricatural. Par contre, ce qui est certain, c'est que les conditions qui sont offertes aux jeunes lorsqu'ils cherchent à s'insérer sur le marché du travail sont en moyenne de plus en plus défavorables depuis 30 ans. Et ça veut dire que la problématique de l'équité entre les générations, la problématique des inégalités entre les générations est une politique et sont des problématiques criantes, et qu'un des objectifs des politiques publiques, ça devrait être de réduire ces inégalités entre les générations. Pour qu'une génération connaisse une véritable promotion sociale, il faut deux choses. Il faut qu'elle soit plus éduquée que la précédente, hein, parce que pour occuper des emplois qualifiés, il faut être éduqué. Mais il faut aussi que le marché du travail soit dynamique pour absorber le flux de diplômés. On s'aperçoit que dans les pays scandinaves, il y a effectivement, par exemple en matière d'accès à l'enseignement supérieur, des dispositifs qui assurent l'accès au niveau supérieur à quasiment la totalité d'une classe d'âge. Aujourd'hui, dans des pays comme le Danemark, comme la Suède, c'est 70% d'une classe d'âge qui est diplômée de l'enseignement supérieur. En France, on nous donne comme objectif de diplômer 50% d'une classe d'âge au niveau licence, ce qui signifie bien que nous n'y sommes pas, et que nous en sommes encore loin. Donc il y a des pays qui font mieux. Alors il ne s'agit pas de dire qu'on peut importer le modèle scandinave ou danois demain matin en France de manière mécanique, mais par exemple en matière de politique publique, on s'aperçoit que l'accès à l'autonomie des jeunes et que l'accès des jeunes à la formation est facilité dans ces pays-là, où il y a des dispositifs d'allocation autonomie, où il y a un droit à la formation qui est garanti par l'État, financé par l'État de manière universelle, qui adoucit la transition entre la fin des études et l'emploi, qui contribue à réduire les inégalités. Et donc oui, il y a des choses à regarder au niveau européen. Il n'y a aucun modèle parfait au niveau européen, aucun. Mais il y a des éléments dont on peut s'inspirer pour penser différemment le sort qu'on réserve aux jeunes adultes. Il y a beaucoup de discours sur les jeunes qui seraient importants, qui seraient l'avenir, alors qui n'est pas d'accord avec le fait que les jeunes sont l'avenir. C'est vrai que dès lors qu'il faut passer aux actes, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué, et je pense qu'il faut que les jeunes, à tout prix, se saisissent de ces revendications, et c'est l'élément d'optimisme. Les jeunes sont quand même de plus en plus diplômés, en moyenne, donc de plus en plus critiques, de plus en plus conscients du sort qui leur est fait, et moi je pense qu'il faut que les jeunes se mobilisent et prennent leur avenir en main et protestent contre cette situation qui leur est faite. On voit que ça a émergé dans certains pays, qui étaient peut-être dans des situations plus difficiles encore que le nôtre, et je pense que, en tout cas, si la situation continue à se dégrader ainsi, il y a le ferment pour ce genre de mobilisation, et moi je pense qu'il faut que les jeunes se mobilisent, oui.